il faut que le ministère des Industries bouge, en fait. On reboise tout le temps, depuis longtemps, en fait, mais il y a rien qui est tangible sur les étoiles. Tu vas les exporter ou quoi? Économique, pourquoi faire? C'est pas une idée, à mon avis. Ouais. Hein, en tout cas, c'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour moi aussi. Taux journalier, Élevé. qui est en euros déjà. Déjà, Oui. les personnes ne vont pas prendre 50 euros, non, c'est quelques centaines. Pour moi, hein, Ouais, ça ouais. ne finira jamais. Et c'est comme c'est de la Bible, en fait. Aujourd'hui, dans Storytime, on a le grand plaisir d'accueillir Linz. Bienvenue parmi nous. Merci. Aujourd'hui, quand tu te présentes à des personnes, comment est-ce que tu te présentes? Linz Soura Koutmalal, Ok. ingénieur agronome et docteur en économie politique des ressources naturelles. On voit que tu as quand même accordé beaucoup d'importance aux études supérieures. Moi, je voulais savoir justement, quand on dit que tu as un doctorat en politique économie des ressources naturelles, ça consiste en quoi? J'ai l'impression que c'est précis, mais en même temps que ça reste quand même un peu vague. On a du mal à comprendre qu'est-ce qu'on y apprend et qu'est-ce qu'on peut faire après, en fait, une fois qu'on a passé ce cursus-là. Cette étape. Ouais. En fait, l'école doctorale gestion des ressources naturelles et développement de l'école supérieure des sciences agronomiques, en fait, il y a plusieurs équipes d'accueil. Et le mien, c'est économie politique des ressources naturelles. C'est-à-dire que on regarde en fait le côté économie et les politiques aussi sur qui gouvernent en fait les ressources naturelles à Madagascar. Donc pour le mien, ma thèse en fait, ça a été les causes de la culture sur brûlis dans Ménapé Antmienne qui est en voie de disparition maintenant. Ok, culture sur brûlis. Sur brûlis. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi Oui, en fait, les agriculteurs, les paysans coupent les arbres de la forêt et puis les laissent sécher avant de brûler et après ils cultivent la terre. Ok. Donc, il y a plusieurs hectares, centaines d'hectares dans Ménapé Antmienne qui est en fait une forêt naturelle de Madagascar, forêt sèche de Madagascar, qui est vraiment important en termes de biodiversité et tout ça. Donc, ma thèse a été de savoir quelles sont les causes de cette culture sur brûlis, en fait, de cette pratique. D'accord. Et justement, c'est quoi justement les causes? Est-ce qu'il s'agit plutôt est-ce que c'est une pratique d'héritage ancestral qui était pratiquée à petite échelle auparavant, ou est-ce que c'est vraiment du coup pour la survie qu'ils le font, ou pour d'autres raisons? Tout est dedans. Okay. Survie. Il y a des migrations, il y a la migration interne des personnes qui vivent dans le sud, qui vont à Ménabé pour le faire, pour des raisons économiques et pour des raisons aussi besoin vital pour eux d'avoir de l'argent pour que ils puissent honorer leur culture parce que dans le sud il faut avoir des ébus pour avoir une femme, il faut avoir des ébus pour honorer les morts et tout ça, donc les ébus coûtent cher, donc alors que chez eux ils n'ont plus d'emploi. Tous les usines qui par exemple les usines sucrières de Madagascar sont tous fermées alors qu'ils ont été des main d'œuvre dedans. Donc c'est toute une raison un peu compliquée, tout est dedans. Donc, et est-ce que alors toi tu sais que tu te concentrais principalement sur le pourquoi, pour les raisons, mais est-ce que tu as pu identifier quand même justement quelques solutions qui pourraient être appliquées pour justement endiguer ce phénomène, ou à défaut que les gens ne le fassent plus, qu'au moins je sais pas, qu'il y ait peut-être une meilleure prise de conscience, ou voilà, que les choses En fait, quand l'environnement est détruit, on parle toujours de ministère de l'environnement. Alors que ce n'est pas le ministère qui détruit l'environnement, mais tout un tas de causes. Donc ces causes-là, en fait, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la fermeture des usines à Madagascar.
on devrait leur donner des emplois pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, que ce soit besoins culturels, besoins tout court. Il faut que le ministère des Industries bouge en fait sur ça. Il faut que les ministères de sécurité publique bougent aussi, parce que eux, ils sont des convoyeurs de zébus auparavant, et à cause de l'insécurité, ils ne peuvent plus faire ça. Donc tous les ministères devraient se mobiliser en fait pour pour protéger la forêt, parce que c'est vital pour nous. La santé dépend de la forêt, au niveau économique de Madagascar aussi, au niveau tourisme, on dépend de la forêt, de la biodiversité de Madagascar. Donc il faut que tout le monde puisse faire des efforts ensemble pour réussir en fait à enrayer ce phénomène. En fait. Et de ce que tu as vu au travers de ton expérience professionnelle, est-ce que tu vois cette mobilisation des différents acteurs justement pour y arriver, ou est-ce que tu penses que voilà, il y a encore peut-être certains éléments encore à améliorer par rapport à ça? Il y en a, mais c'est pas assez, parce que par exemple, il faut créer des emplois pour les personnes en fait. Et actuellement, il y a pas vraiment il y a pas encore ça, donc il y a pas encore il y a pas mal d'efforts, mais ça ne suffit pas encore à éradiquer le phénomène. Et aujourd'hui, donc, tu es conseillère technique pour le paysage terrestre et forêt chez INRI. Est-ce que tu peux nous dire concrètement en quoi ça consiste, ce que tu fais aujourd'hui? En fait, INRI, c'est Initiative pour le développement, restauration écologique et innovation. C'est un acronyme. Et j'ai accepté de travailler à INRI pour la raison que, d'après mes études, en fait, il faut que tout le monde bouge ensemble pour donner en fait des solutions, pour avoir une solution tangible. Et à INRI, en fait, on mobilise les acteurs de l'environnement. On dit mobilisation d'intelligence collective, pour que, par exemple, un défi sur l'environnement des solutions soient données à un défi sur l'environnement. Par exemple, on a une plateforme qui s'appelle Alamil, qui regroupe en fait plusieurs personnes, plusieurs entités. Il y a les ministères, les bailleurs de fonds, les communautés locales dedans. Il y a représentants des institutions de recherche. Il y a tout le monde en fait qui sont dedans, et on les mobilise ensemble pour pouvoir donner une solution. Donc, par exemple, on avait élaboré les 10 principes pour réussir la reforestation à Madagascar, parce que on reboise tout le temps depuis longtemps en fait, mais il y a rien qui est tangible. Donc, les personnes dans le groupe de travail avaient dit que il y a certains points à voir quand on veut en fait avoir une réussite de la reforestation à Madagascar. Et c'est pour des porteurs de projets de reforestation. Donc, ils ont élaboré en fait les 10 principes. Et nous, en fait, à INRI, on est le secrétariat de la plateforme, mais en même temps on combine en fait tout ce qui a été dit, et on met en quelque sorte synthèse de tout ce qui a été dit, sans oublier les recommandations et tout ça, pour que ce soit lisible, pour que ce soit compréhensible par tous. D'accord. Et donc après vous vous chargez de, on va dire, partager et vulgariser ces principes-là auprès des différents acteurs. Oui, et eux-mêmes, en fait, le pratiquent, à l'exemple de Bond et les autres qui font la reforestation à Madagascar. D'accord. Et INRI, c'est quoi? Ça a été créé par des acteurs du privé, des acteurs du public, la société civile, les bailleurs? En fait, ça a été créé par 12 personnes influents, je veux dire. Il y a des personnes du secteur privé dedans, il y a des personnes des OSC, des organisations de la société civile. Il y a différentes sortes de personnes qui sont vraiment importants pour la conservation de l'environnement. On dit tout le temps que ce ne sont pas seulement les environnementalistes qui devraient
bouger, mais tout le monde en fait. D'accord. Est-ce que ce choix de justement se spécialiser, tu vois, sur tout ce qui tout ce qui a attrait aux ressources naturelles, notamment du coup à la forêt, à l'environnement, c'est une envie qui te vient d'où, ça? Depuis toujours, depuis que j'ai 12 ans en fait, parce que j'ai un oncle qui travaille parce que on était à Noussy-Belleville quand on était petit et lui aussi il venait là-bas et il travaillait là-bas et je lui ai demandé quel est son parcours parce que j'aime bien son travail en fait et il m'avait dit je suis ingénieur agronome avec une spécialisation eau et forêt. Et du coup, à partir de là, j'ai dit à chaque fois que les professeurs me demandent carrière envisagée, j'ai dit ingénieur agronome. Ouais. Et c'est pas très tout commun le temps, quand on est petit encore, quand on est en bas âge, adolescence. Oui, mais ça a été focus sur ça en fait. Ouais, okay. Je me suis focus sur ça. Et à chaque fois, c'est ça. Et après le bac, j'ai fait le concours pour entrer à l'école supérieure des sciences agronomiques et j'ai pu accéder j'ai pu devenir ingénieur agronome avec spécialisation eau et forêt. D'accord, excellent. Alors là, tu vois, si tu veux, dans le podcast pour cette saison, on a un petit concept qu'on appelle fast check. En fait, je vais te donner le choix entre deux choses et en fait, instinctivement, tu vas juste me dire laquelle de ces deux choses-là tu préfères, tout simplement. Il y a à peu près 6-7 questions, on va dire. Ouais. D'accord. Ok. Camping sous les étoiles ou hôtel 5 étoiles? Sur les étoiles. Planter ou récolter? Planter. Tsing ou Pangalan? Tsing. Fleur des champs ou fleur tropicale? Tropicale. Île rouge ou île verte? Verte. Été ou hiver? Été. Palissandre ou bois de rose? Là, on parle pas de, mais je veux dire, en termes de, parce que ce sont des bois nobles, en fait, du coup, c'est pour ça que c'est des bois rares. Mais c'est pas, bien sûr, on n'est pas en train de dire, tu vas les exporter ou quoi. Bon, on va enlever ça, c'est pas grave. Palissandre. Ok. Après, en fait, on a, si tu veux, des questions qu'on a collectées, soit nous en interne avec l'équipe, soit auprès de la communauté de Storytown. Et ces questions-là, les gens qui ont posé ces questions ne savaient pas que ça allait être toi qui allais y répondre. Tu vois. Donc, je vais te poser 2 questions parmi celles qui ont été posées. Quelles seraient 3 choses que tu emmènerais avec toi sur une île déserte? Un jeune plomb. Du sacave. Ok, ouais. C'est sûr que si on veut tenir quelques Et de l'eau. jours. Ok. Mais l'eau, c'est pour le jeune plomb ou c'est pour toi, du coup? Les deux. Ok. Est-ce qu'il y a un livre en particulier que tu recommanderais? Pas vraiment. Pas vraiment. Je lis tout, mais... Ok, rien de particulier, ça marche. Alors, quand on a fait nos recherches, en fait, on a vu que tu as fait un séjour à l'Université nationale de Yokohama, au Japon. Comment tu te retrouves là-bas? En fait, après mon ingénierat, il y avait une opportunité avec l'école supérieure des sciences agronomiques parce que j'étais en fait enseignant vacataire là-bas depuis jusqu'à maintenant. Et il y avait une collaboration, un échange entre plusieurs universités, pas seulement Yokohama, mais il y a université de Vietnam, de Chine, de Kenya, 10 universités, je pense. Et ils sont venus ici
tous venus ici pour faire des échanges, pour regarder l'environnement et tout ça. Et on était allés là-bas aussi après pour en fait faire une formation sur leadership concernant les risques environnementaux. Et c'était juste après le tsunami qui a sévi le Japon en 2011, donc c'était vraiment intéressant de voir comment il s'organise pour enlever tous les déchets. Des déchets radioactifs en plus, pour certains, non pas vraiment. Pas vraiment, okay. Les maisons qui sont détruites, et les villes. Et il y a aussi les aides aux sinistrés, donc on avait fait ça, donc c'est vraiment intéressant. Et mais c'est fort parce que ça, c'est speed, c'est trop rapide. Ils vivent trop rapide. Donc c'est pas comme ici chez nous, quoi. Ici c'est moura, mais là-bas à chaque fois on se lève à 6 heures, on rentre et on fait des devoirs et on se couche à 1h du mat et on se lève à 6 heures et c'est comme ça en fait. Et c'est vraiment, j'ai pas pu profiter de la ville, mais c'était intéressant. En plus c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas quand je regarde des documentaires et tout, que les pays justement comme par exemple le Japon, la Chine, la Corée du Sud sont des pays très compétitifs, ou même dès le plus jeune âge, même quand les enfants vont encore à l'école, vu qu'en fait il y a des systèmes de classement en fait, les parents ils envoient les enfants faire des cours chez des professeurs jusqu'à je sais pas quelle heure, jusqu'au soir et tout. Je me dis mais c'est incroyable. Après vraiment c'est peut-être aussi peut-être une des clés de leur réussite après, genre, je sais pas. Réussite économique, mais pas au niveau social, je pense. Ouais, c'est qu'ils ont d'autres challenges, on va dire. Oui, parce que je pense que le Japon a un taux de suicide un peu élevé par rapport à d'autres pays. Et même en termes de, je crois, enfin, je sais pas si on appelle ça, donc le taux de fécondité, enfin le nombre de personnes du coup qui a des enfants, en fait c'est genre en chute libre. Oui, parce que ils ne font que leur carrière et tout ça seulement au niveau économique. Mais pour moi, je préfère social que plutôt économique, parce que c'est économique, pourquoi faire? Mais moi j'étais grave étonné, c'était il y a peut-être 3 semaines, je crois, j'avais regardé justement un documentaire sur le Japon, et il y avait des gens qui ont créé en fait des entrepreneurs qui ont créé des entreprises où en fait ils créent des faux mariages pour les gens, juste pour que les gens puissent prendre des photos alors qu'ils sont tout seuls ou peut-être avec un animal de compagnie. Je me dis mais c'est pas une vie à mon avis. Hein, en tout cas c'est pas pour moi quoi. C'est clair. Et alors si on revient un petit peu à ton parcours professionnel, en fait, avant de bosser à l'INRI, tu bossais au PNUD. Oui. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? En fait, je suis une personne avide de connaissances, et entre autres les diplômes que j'ai eus, en fait, ingénierie, DEA et doctorat, je suis vraiment intéressée à tout, et j'ai fait, même jusqu'à maintenant, je fais des cours en ligne, je les MOOC. Les Massive Open Online Course. Donc j'ai été fascinée par le financement de la biodiversité que le PNUD a donné comme cours gratuit. Et j'ai fait ça. Et puis il y avait une offre de PNUD sur quoi il y a Biofin, parce que le Biofin c'est Biodiversity Finance, le projet Biofin qui cherche en fait un expert en analyse des politiques et des institutions à Madagascar, parce que le projet vient à Madagascar. Et j'ai postulé, et à cause de mon cours en ligne, j'ai été prise, je pense. Ah ouais, super. Donc c'est ça ce que j'ai fait chez PNUD, en tant que consultante experte en analyse des politiques et des institutions sur le financement de la biodiversité. Et ton expérience, parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu différent de ce que tu fais, je pense, chez INRI. Comment tu as trouvé? Est-ce que tu t'es quand même épanoui dans la mission? Qu'est-ce qui a fait que finalement tu as arrêté la mission? D'étudier? Non, la mission au PNUD.
Ah, Oui. parce que ce n'est que de la consultance, il y a une durée déterminée. Donc, c'est Ok, juste d'accord. 1 an. Ok. Et Mais ça y est, c'était une c'est bonne fini. année. Oui, une bonne Malgré année tout. avec Covid. Ah Donc, oui. Ah oui. ça a Bon, été ouais. rallongé un peu parce Ok. qu'il y a Covid. Ok. Mais ça suffit. D'ailleurs, moi, tu vois, c'est vrai que j'ai, moi personnellement, j'ai aussi travaillé un petit peu en tant que consultant pour des projets financés par les bailleurs. Mm. Et je pense que c'est des métiers peut-être que enfin, des métiers, en tout cas, des pistes professionnelles que les plus jeunes, en fait, donc je parle de ceux qui vont passer leur bac jusqu'à ceux même qui sont à l'université, en fait, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas vraiment, tu vois, ce principe, en fait, d'être consultant. Moi, par exemple, moi, je t'avoue, avant que je bosse là-bas, dans les projets dans lesquels j'étais, quand je demandais à quelqu'un, tu fais quoi dans la vie? Et que la personne me disait, je suis consultant, moi, je pensais que la personne était au chômage. Tu vois, mais c'est juste une manière de faire genre un peu, tu vois, oui, je suis consultant, parce que bon, Ouais. qui a envie de dire qu'il bosse pas, tu vois, En je fait, comprends. j'étais consultante Mhm. depuis jusqu'à ce que je suis à INRI, parce que en même temps, j'étudie, en fait, je fais mon doctorat je fais la consultance en même temps en parallèle chez Ok. PNUD. J'ai fait aussi des consultances au niveau des bureaux d'études comme experte en foresterie. Mhm. Pour faire une évaluation des carbones des forêts. Donc, en même temps, j'ai fait mon DEA et tout ça ensemble. Et en même temps aussi, j'aime partager. Donc, j'ai été ravie d'être enseignante vacataire Mhm. à l'ESA, à l'École supérieure des sciences agronomiques. Donc, les trois en même temps, avec la vie de famille, ben, C'est pas un peu chaud, c'est pas chômage du tout, mais ouais. c'est Ouais, non, non, oui, non, voilà, il y a vraiment du vrai travail. Non, mais oui, c'est ça. c'est du boulot. Non, mais c'est vraiment ça. Ouais. Et genre, par exemple, tout ce qui était, tu vois, quand par exemple, moi, je savais pas qu'un consultant, par exemple, au début, il devait donner ce qu'on appelle donc des livrables. Oui. Donc, pour ceux qui ne le savent pas et qui, un consultant, quand on lui affecte en fait une mission, généralement, voilà, il y a un terme de référence qui cadre sa mission. Oui. Et en fait, on attend de lui à ce que à la fin de sa mission, il donne un livrable, donc un document en fait qui contient toutes les infos, recherches en fait et analyses qu'on attendait de lui. Même pas à la dernière. Ou même pas forcément. Ouais, c'est vrai Oui. qu'il y a un Il y rapport a un intermédiaire. timesheet qui fait Ouais. que tu n'auras pas le 25% de ton Ouais. salaire, que si tu nous fournisses tel document, les 50% de ton salaire, si tu ne il y a un timesheet qu'on devrait effectivement suivre à la lettre, parce que s'il y a retard, tu seras pénalisé. Pénalisé, exactement, Oui. ouais, exactement. Quand on travaille comme consultant, non, ouais, non, c'est ça. Et en fait, vraiment, en fait, c'est un vrai boulot, en fait. C'est pas un truc de chômeur comme ce que je pensais, quoi. Oui, mais c'est un peu libre par rapport à un emploi fixe, quoi. C'est un peu libre. Et pourtant, alors, je sais pas quand tu étais au PNUD, mais en tout cas, je pense que même en termes il y a cette liberté, c'est vrai, mais même en termes de rémunération, franchement, moi, il y a par exemple, je sais des consultants experts dans leur domaine. Eux, par exemple, ils ont un taux journalier qui est en euros déjà. Oui. Les personnes ne vont pas prendre 50 euros, non, c'est quelques centaines, si c'est pas des milliers. Et en fait, il y a des gens qui vivent vraiment très bien de ça, hein, franchement. Oui. Et ça, je pense justement, c'est quelque chose dans ton profil que je trouvais vraiment admirable, c'est que tu t'es spécialisé dans un domaine, dans le sens où il y a beaucoup d'individus qui sont en fait plutôt généralistes, tu vois, qui sont un peu touche à tout, etc. Le problème quand tu prends cette voie-là, c'est que effectivement, le jour où par exemple, tu veux devenir consultant, c'est difficile pour toi en fait de justifier un tarif élevé parce que t'es spécialiste en rien du tout au final. Tu connais beaucoup de choses, mais t'es spécialiste en rien. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très bien. Et je pense qu'il y a tous ceux qui sont encore en train d'étudier ou qui ont envie de reprendre leurs études et tout. J'ai envie de leur dire, spécialisez-vous, parce que je pense, tu me corriges si jamais j'ai tort, mais moi je pense que c'est une bonne chose, tu vois, de pouvoir justement se spécialiser dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, tu vois. Se spécialiser, mais n'oublie pas aussi de regarder d'autres horizons, parce que si tu veux faire, par exemple, si tu veux
faire ton propre projet, il faut que tu connaisses d'autres choses que la foresterie. C'est évident. Donc, il faut pas se laisser, il faut se spécialiser, mais en même temps, il faut qu'on soit, on regarde tout, quoi. Pas qu'on se fige là-dessus. Et quand on a, par exemple, si on a un doctorat, il faut pas se laisser dire que l'étude c'est fini, mais l'étude ne finira jamais, je pense. Pour moi, ça ne finira jamais. J'aime beaucoup la citation de Alain, Émile Auguste Chartier, je pense que c'est son nom. Il dit que je ne crois pas que d'avoir fait des études. Non, je ne m'en souviens pas très bien. Je ne crois pas qu'avoir, comment dire, non, je ne m'en souviens pas. Désolée. J'ai écrit quelque chose. Ok, mais la morale que même si j'ai un diplôme élevé et que je reste à ne plus étudier, ce n'est pas vraiment grande chose, quoi. Ok. Donc il faut se dire qu'il faut être curieux et tout ça. Donc. Et justement, par exemple, aujourd'hui, tu es maman de 4 enfants. Comment est-ce que toi, justement, tu leur transmets cette volonté, en tout cas, de justement se dire, voilà, toujours rester curieux et ouvert sur le monde il me regarde, en fait, et je pense que des fois, il en a marre. Je ne suis pas toujours à la maison. Mais des fois, ils sont curieux de savoir qu'est-ce que je fais. Et, ils sont curieux. Quand ils sont curieux, en fait, c'est que ils ont quelque chose à l'intérieur d'eux qui veut savoir, en fait, comment on fait, Donc, je leur dis, je fais ça, je fais ceci. Je pars parce que donc c'est comme ça que je transmets, en fait. Ils vivent, en fait, ce que je. Ouais. Ok, excellent. Aujourd'hui, comme tu disais, jusqu'à présent, tu es enseignante vacataire. Quand, justement, toi, tu transmets ton savoir technologique quand vous échangez, parce que je pense qu'il y a aussi quand même ce côté échange, pas forcément dire que eux n'ont rien à donner en retour, mais qu'est-ce que, selon toi, sont les plus grands défis pour ces jeunes-là qui sont en train d'étudier, toi qui es en contact plus ou moins souvent avec eux, par rapport à leur cheminement professionnel? Qu'est-ce que tu sens être les principaux blocages ou challenges auxquels ils font face aujourd'hui? À mon avis, parce que j'ai vécu ça, c'est que nous, Malagasy, je ne sais pas les autres, mais moi, personnellement, quand un professeur dit que tel est vrai, rien à discuter, c'est vrai. Et c'est comme c'est de la Bible, en fait, ce qui sort de la bouche d'un professeur du plus jeune âge jusqu'à l'université. En fait, je pense que beaucoup de personnes pensent que c'est ça. Alors que maintenant, alors que je pense que c'est pas vrai, c'est discutable, c'est toujours discutable, en fait. Et quand en fait, moi, je n'enseigne pas. Je partage et en échange, comme tu avais dit. C'est tout à fait ça que je fais, parce que je n'ai que 15 heures de cours pour un cours d'environnement qui est vraiment vaste. Je leur donne des petits points pour qu'on puisse discuter à chaque rencontre. Et eux, ils font des exposés sur ce qu'ils ont pu voir par rapport à un thème. Et tout le monde participe, en fait. Donc chacun participe à la discussion, aux réponses qu'ils doivent avoir. Ce n'est pas seulement moi qui va répondre, ni le groupe qui a préparé, mais tout le monde, en fait. Parce que tout le monde, en fait, à l'intérieur ou dans chacun de nous, en fait, par rapport à l'environnement qui nous a entourés, on a quelque chose à dire. Donc j'efforce les étudiants à dire ce qu'ils ont à dire, en fait. Et c'est ça le challenge que j'ai maintenant, c'est
C'est parce qu'il y a des étudiants qui ne disent rien, qui ont peur, c'est ça mon challenge, de les faire parler tous et participer en fait. Ouais, je vois tellement ce que tu veux dire parce que j'ai vraiment l'impression que c'est généralement comme ça dans le pays. On le voit beaucoup justement dans les classes, dans les écoles ou dans les universités. T'as en fait ceux qui sont plutôt à l'aise à l'oral, donc bon, eux tu les entends souvent. Et en fait les autres, peut-être, je sais pas, est-ce que justement, comme tu dis, ils ont peur. Bon, peur de quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est peur de prendre la parole, la peur peut-être de dire quelque chose qu'ils pensent être stupide. Et au final, ils disent rien. Et en fait, ils attendent toujours que ce soit les autres qui ont l'habitude déjà de parler, qui prennent la parole, et eux, ils attendent là, comme ça, alors que, en fait, c'est vrai que je pense dans la vie, c'est important de pouvoir exprimer ses idées, même si c'est un désaccord, parce que forcément, c'est difficile d'être d'accord sur tout. Et ça ouvre en fait une discussion quand c'est ça. Exactement, voilà, c'est ça. Et après, il y a un échange de points de vue intellectuels, dans la bienveillance qui se fait, et là, tout le monde ressort de là grandi, du coup. Parce que, voilà, aujourd'hui, j'avais peut-être que cette façon de penser, mais voilà, après cette discussion, je me dis, ah oui, tiens, peut-être quelqu'un a challengé ma façon de penser, de voir, je me dis, ah ouais, c'est peut-être pas bête, finalement. Et en fait, j'ai posé, en fait, on a, avec les élèves, avec les étudiants, en fait, on a posé des normes de groupe pour que tout le monde soit à l'aise à parler. C'est-à-dire que on a dit quelles sont les normes qu'on devrait respecter. Par exemple, ne sois pas en retard de 15 minutes. Donc tout le monde devrait respecter ça. Donc pas de jugement. Donc tout le monde devrait respecter ça, parce qu'il y a des gens, il y a des étudiants qui ricanent quand un de ses camarades parle. Donc pas de jugement. Donc tout le monde peut dire ce qu'il a à dire. Donc des normes comme ça en fait que nous avons posées ensemble pour que tout le monde puisse parler librement. Ouais, c'est excellent ça. Non, c'est excellent. Et d'ailleurs, quand on parlait sur le côté quand le professeur dit quelque chose, on dit ok, ah oui, et c'est ça. Ça, je pense effectivement, je sais pas à quel niveau ça peut se faire, mais c'est que je pense aussi que c'est un peu ce côté culturel où on nous apprend à la maison, dans la majorité des foyers, je pense, si c'est à Madagascar, à ne pas contester l'autorité en fait des Raymondjane ou de nos aînés. Et donc du coup, forcément dans une salle de classe, je pense qu'ils arrivent là, ils se disent le Raymondjane, celui qui est devant, celui qui prend la parole, ok, ce qu'il dit c'est la vérité. Et pourtant, je pense que les écoles, les universités devraient être faites justement pour, au contraire, encourager l'ouverture d'esprit intellectuel en fait, et même voilà, même si c'est un professeur qui a par exemple 20 ans d'expérience en économie, essayer de le challenger, de dire ok, mais pourquoi ça et pas ça, par exemple, tout simplement. Et actuellement il y a le système LMD, donc tout le monde devrait faire des recherches. Il y a Internet aussi, pas comme avant, donc tout le monde peut s'informer sur un thème, donc peut discuter de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont appris dans des bouquins ou sur Internet et tout ça. Donc c'est un sujet de discussion en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, toi, est-ce que tu as des projets, ou est-ce que tu envisages éventuellement, par exemple, je sais pas, de te lancer dans l'entrepreneuriat à ton propre compte un jour? Est-ce que c'est dans les plans ou ou est-ce que c'est bien Oui, c'est dans mon plan, mais c'est pour ça que je dis que je m'informe, je me forme encore sur les cours en ligne et tout ça, parce que j'ai quelque chose en tête, mais c'est encore qu'à voir avec la foresterie et tout ça, ou pas du tout, vraiment rien à voir? Un peu. Oui. Ok, d'accord. Ok, hyper intéressant. Hyper intéressant. D'ailleurs, ça, je pense, comment est-ce que toi tu fais pour quand tu apprends? Il y a des gens en fait ils ont envie de se lancer, ils apprennent, ils essaient de collecter les informations à gauche à droite, et en fait au lieu de se lancer, un jour au lieu de se lancer, ils continuent toujours de collecter à gauche et à droite, et au final ils passent pas à l'action. Toi, c'est quoi? Est-ce que t'as un conseil peut-être, tu sais, pour les personnes qui sont dans cette situation là? En fait, pour se lancer,
J'ai regardé en fait des podcasts que vous avez fait et tout ça, donc je pense que ce sont les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat maintenant qui devraient répondre. Mais moi, je suis encore dans la partie qui cherche la voie pour faire quelque chose. Donc à mon avis, je pense qu'on devrait se lancer et apprendre sur le tas. Ouais. Quitte à se heurter sur quelque chose de dur, mais se lancer. Donc ouais. Moi je pense tu peux envisager de te lancer à partir du moment, on va dire, où tu connais vraiment la base de la base, vraiment les comment on dit, le minimum syndical. En fait, parce que le truc, c'est que plus tu vas approfondir un sujet, plus forcément tu vas avoir des questions, plus tu vas te rendre compte que, il y a quand même, ça a l'air difficile, ça. Ah, ça c'est compliqué, ça. Et au final, après, tu vas être paralysé par le truc parce que tu dis, c'est compliqué tout ça. Peut-être. Mais là, en fait, tu as des amis, tu as des personnes à qui demander des conseils. Donc, ça aussi, il faut ne pas hésiter à faire ça, en fait, parce que nous, Malagasy, quand on a quelque chose, on fait comme ça. Ouais. Je vais pas dire le mot, mais on fait comme ça. C'est à moi et moi seule mais il faut s'ouvrir à d'autres personnes qui peut t'aider par des conseils et tout ça. Je pense que c'est ça aussi la clé de ça. D'ailleurs, je te remercie et je remercie aussi tous nos invités qui sont passés dans le podcast, parce qu'effectivement, quand on échange comme ça, c'est que d'une certaine manière, on s'ouvre du coup justement, et on n'est plus dans cette comme tu disais, dans ce principe qui ne fait pas avancer grand chose malheureusement. Alors on arrive déjà plus ou moins sur la fin de la discussion, mais en fait j'aurais encore quelques questions. Ça aurait été de savoir qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage. Alors je parle pas d'héritage matériel, je dis pas une maison ou quoi, mais qu'est-ce que tu aimerais laisser en fait comme héritage sur terre pour tes enfants? La persévérance. C'est ça en fait le mot qui me parle le plus en fait, parce que avant de présenter mon ingénierat, j'ai eu 2 enfants. Le deuxième en fait avait fait le terrain avec moi dans la forêt. Ah bon? Oui, carrément. À Mrundave. Ah ouais. Okay. Et j'aime ça, donc ça n'a pas été vraiment un défi, mais de l'aventure. Donc quand j'ai fait mon DEA, en fait, j'ai eu mon 3e enfant. Et ça ne m'a pas arrêté, mais j'ai fait mon doctorat, et pendant le doctorat, j'ai eu mon 4e enfant. Ah oui. Okay. et il faut persévérer en fait, parce que des fois, quand on est une maman, on a beaucoup de choses à faire et on oublie en fait ce qu'on aime vraiment, et il faut persévérer à faire ça en fait. Et quand j'ai présenté mon doctorat, ma mère m'avait dit est-ce que tu pourrais arrêter tes études, parce que les 4 enfants ça suffit, hein, parce qu'il fait référence à ce que à chaque fois que tu as un autre enfant. Donc il faut persévérer en fait, même si tu as des enfants, il faut persévérer à faire une chose que tu aimes. Donc c'est ça. Et toi justement, alors aujourd'hui, t'es maman, mais j'ai envie de dire, si on ne prend pas en compte tes enfants, toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te pousse à justement à continuer d'avancer dans la vie, dans les études, dans le monde professionnel? C'est quoi ta motivation? Encore une fois, je sais que t'as des enfants, mais avant même que tu aies tes enfants, je pense que t'avais déjà cette persévérance-là. C'est quoi qui te poussait à avancer? En fait, je ne sais pas, mais je pense que c'est mes parents. J'ai pas réfléchi à ça en fait. Je persévère tout simplement comme ça. Mais je pense que ce sont mes parents qui nous a transmis ça en fait. On a
manquer de rien. Donc, c'est le fait que de voir ça, tu dis, il faut que j'assure, en fait, parce que eux, ils attendent aussi de toi, en fait, et c'est pour ça aussi que j'ai pu faire ça. Okay. Parce que quand j'ai eu mes 2 enfants, ils se sont questionnés, en fait, est-ce que j'arriverai à présenter mon mémoire? Et c'est à partir de ça que j'ai dit oui, je vais y arriver. Oui, une manière aussi de leur montrer que t'es capable d'aller jusqu'au bout de ce que tu commences. Oui, tout à fait. Alors, comme dernière question, je voulais te demander si tu avais peut-être un message que tu souhaiterais transmettre à notre communauté qui pour la plupart ont entre 18 et 35 ans à peu près. Est-ce que tu aurais peut-être un message que tu voudrais leur transmettre par rapport à la vie en général Juste une chose, c'est aimer ce que vous faites. Parce que si vous aimez ce que vous faites, vous allez plus loin. Même s'il y a beaucoup de défis, beaucoup de trucs qui vous empêchent et tout ça, si vous aimez, c'est plus facile à faire et c'est plus léger, quoi. C'est ça, en fait. Je dirais pas volonté, mais aimer. Quand tu aimes, en fait, la volonté suit derrière, mais juste aimer ce que vous faites. Super. Merci beaucoup pour ton partage, merci pour l'honnêteté de la discussion et puis je te souhaite le meilleur pour les futurs projets entrepreneuriales mais aussi les autres projets que tu souhaites mettre en place du coup. C'est à vous que je remercie en fait. Merci à Storytown de m'avoir invité parce que c'était une surprise. Donc merci. Et je pense que vous faites une bonne chose pour toutes les communautés malagasy ou autres communautés. Donc, je vous encourage en fait à aller plus loin et à diversifier aussi. Merci beaucoup.